Monsieur le Président, merci de nous accueillir dans votre bureau, dans cette propriété de Montretout qui se trouve à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. La première question que je veux vous poser concerne votre vie étudiante. Vous êtes arrivé à la fac de droit à Paris et vous êtes à ce moment-là un jeune homme sans famille parisienne, sans relation, sans le sou aussi. Et est-ce qu'en fait, la Corpo de droit va être plus qu'un syndicat, une communauté d'étudiants, et là vous allez retrouver à la fois une famille et des amitiés? Bien, à la vérité, la Corpo était un microcosme avec à la fois un noyau, en quelque sorte, de gens comme moi, qui étaient des gens pratiquement sans famille, sans attache, et pour qui ça constituait un foyer, une communauté de vie. Et puis, il y avait les gens qui étaient membres de l'UNEF, des étudiants, souvent aisés, bourgeois, et qui venaient là, soit jouer au ping-pong, jouer aux cartes, ou rencontrer, boire des coups, discuter. Voilà, c'était un lieu de rencontre, en quelque sorte, libre. La Corpo a été fondée en 1934 par Jacques-Henri l'Espagnon, qui fut le dernier président de l'A de Paris. Là était l'Association générale des étudiants parisiens. Elle s'est divisée en corpo en 1934 et pratiquement de façon ininterrompue, elle s'est maintenue. Elle se maintient encore aujourd'hui. Cher corpo des droits, prospère et croît, court vol vers la victoire. Et la liberté de notre faculté te couvrira de gloire. C'était le chant de la Corpo, parce que la Corpo avait un chant. Et c'était évidemment là le lieu où il y avait un piano, où un certain nombre de gens assez plaisants entraînaient. Quelquefois, il y avait des soirées dansantes, mais il s'agissait d'un appartement ancien. Par conséquent, ça n'était pas extensible à volonté. Donc, c'était une des manières de vivre que nous avions, avec le restaurant universitaire, mais cependant, il y avait une grande comment dirais-je, occasion de nous montrer sous notre meilleur jour. C'était le bal du droit, qui avait lieu en tenue de soirée. C'est-à-dire, moi j'y ai été en habit, cravate blanche, queue de pie, ou en smoking. Et à la limite, on tolérait des gens en costume sombre, à condition qu'ils portent le nœud papillon qu'on leur prêtait ce soir-là. Je veux dire que ceci se trouve d'ailleurs dans les différents albums que nous avons faits. J'y ai fait là quelques amitiés très solides qui ont duré toute ma vie pratiquement. Des gens comme Tropin, Pellevoisin, Jamais, etc. Ce sont des gens avec qui, quand ils étaient en vie, je suis resté en relation. Alors, à la Corpo, vous allez être directeur du journal, La Basoche, et vous serez président de la Corpo. Est-ce que c'est votre première expérience de vie politique? Mais vous savez que, n'est-ce pas, la première chose que font des étudiants qui sont réunis, c'est de créer un journal. Et le Front National d'aujourd'hui est le seul parti politique au monde qui n'a pas de journal. Mais là, donc, un journal qui s'appelait La Basoche, qui n'a eu que quelques numéros, et pour lequel je me suis fait d'ailleurs rappeler à l'ordre par le président l'Espagnon, qui m'a dit que le but de l'association n'était pas de faire des écrits à notre propre gloire, mais d'assurer la défense des étudiants, etc. Quand vous avez été boursier d'État, bien sûr, et je pense que comme tout étudiant, vous avez fait des petits boulots ou des grands boulots pour avoir un peu d'argent. Et alors, je me suis aperçu que dans les métiers que vous avez faits, marin-pêcheur, mineur de fond, maîtreur d'appartement, ambulant pour les PTT, à chaque fois, ce sont des métiers physiques, manuels. Oui, évidemment, parce que c'était ceux-là qui étaient les mieux rémunérés. D'ailleurs, quand je me suis résolu à travailler, en quelque sorte, soit pour le maîtreur, c'est la loi de 48, maîtreur d'appartement avait créé une nécessité de mesurer tous les appartements, donc il y avait de l'emploi, si j'ose dire. Mineur de fond, j'ai été mineur en Belgique. Lors d'un congrès d'étudiants, je m'étais aperçu qu'il y avait de l'embauche dans les charbonnages
et en particulier dans celui d'Eisden, qui détenait le record du monde d'extraction par puits. Et avec des salaires extraordinaires par rapport à nos ressources. Quand j'ai été mineur, mon piqueur venait au travail en voiture américaine. C'est dire. Suffisamment longtemps quand même pour constituer un pécule qui me permet, à ceci près que c'est vrai que ça se faisait quand même un peu au détriment des études. Parce que quand on a travaillé 4 ou 5 mois dans un métier manuel, il n'est pas très facile de passer l'examen au mois de juin, n'est-ce pas? Ou même au mois de septembre. Et de la même manière, j'ai été marin-pêcheur de chalutier, mais ça, j'avais été marin, pêcheur dans des bateaux plus petits, et à un moment donné, là aussi, il se trouvait que la rémunération était attrayante, et par conséquent, j'y suis resté. Je dis tout de suite que je considère que le métier de marin-pêcheur est 10 fois plus pénible que le métier de mineur, celui que j'ai pratiqué moi. C'est vrai dans un charbonnage très moderne, mais le métier de marin-pêcheur, sous tous les temps, en quelque sorte, parce que le temps que nous vivons ces jours-ci, où les giboulées et les dépressions se succèdent, c'est le temps habituel de l'hiver. Mais c'est le temps sous lequel travaillent les marins-pêcheurs qui sont au large de la Bretagne et qui subissent ça jour et nuit. C'est extrêmement dur. Mais je raconte ça un peu dans mes mémoires. Alors l'après-guerre, c'est le moment où vous êtes étudiant, c'est une époque un peu particulière, on sort des privations, une forme un peu d'insouciance, on découvre le jazz, la culture américaine, et ses excès. Vous dites à l'époque, nous étions enfin libres. Et puis on a trouvé une phrase de Chabrol qui vous dépeint comme, je cite, un fêtard, bagarreur et fou la merde magnifique. Parlez-nous de cette époque. Oui, Chabrol dit ça aujourd'hui, quand il est enfin, il a disparu maintenant, mais quand il était un cinéaste connu dans un monde qui ne m'est pas particulièrement favorable, il a eu le courage quand même de défendre l'amitié qui fut la nôtre au temps de notre jeunesse. Mais en fait, à ce moment-là, Chabrol, qui venait de quitter la fac de pharmacie pour passer au droit, était un petit comitard. Mais c'était un fanatique de cinéma, et il avait un oncle qui avait dans le 15e, je crois que c'est un cinéma qui s'appelait le Select, je crois, et qui n'assistait pas aux présentations de films. Et donc nous allions aux présentations de films au Paris, sur les Champs-Élysées, à sa place. Et donc nous avions après une discussion devant un demi sur les mérites du cinéma. Chabrol était déjà quelqu'un qui connaissait le cinéma de l'époque, sur le bout du doigt. Aujourd'hui, c'est plus difficile, car depuis, il y a eu des milliers et des milliers de films. Mais à l'époque, il avait une culture encyclopédique du cinéma. Mais il était passionnant. Alors, oui, fêtard, mon Dieu, le samedi soir, on s'amusait un peu, oui. Il faut que jeunesse se passe. Ça compensait, comment dirais-je, la médiocrité de notre vie de la semaine. Oui, il voit ça. Je comprends très bien. C'est un phénomène d'uchronie, vous savez, quand on juge des choses 40 ans après, ou qu'on se met à la place des autres, c'est pas très facile de raconter. Puis surtout, il a dû dire ça comment dirais-je, en contre d'une description par des adversaires disant « c'est un fanatique, c'est un extrémiste, etc. » Et il a dit « ben non, pas du tout, Jean-Marie, voyons, c'était un fêtard, il aimait bien rigoler, etc. etc. » Je crois que c'est comme ça, il faut le réinsérer dans son contexte. Il me semble avoir vu ça quelque part aussi. Mais est-ce que... on aimait quand même cette idée que quand vous étiez étudiant, vous étiez bagarreur. On voit des passions, par exemple, on connaît celle de la voile parce que celle-là, elle est connue. Celle du rugby, elle est moins connue. On dit aussi quand même qu'il y a une autre passion, c'est les conquêtes féminines, par exemple. Oui, mais bien sûr, c'est normal.
lâchez vos poules, dit le proverbe de chez moi. Moi, je lâche mes coques, gardez vos poules. Bon, il y a en revanche une passion dont on ne parle pas là, et qui a été quand même un des grands ressorts culturels de mon temps. C'est la musique. Nous étions des fanas du Nouvelle-Orléans. Et j'ai été un ami de Claude Luther, qui avait un orchestre qui jouait d'ailleurs au Lorientais, dans le quartier latin. Et j'ai participé à la grande bagarre qui avait eu lieu quand Dizzy Gillespie est venu. C'était en quelque sorte la guerre des anciens et des modernes. Je me souviens même du morceau qu'il jouait, c'était papaparam, paraparaparam, voilà. Ça, c'était l'air de Gillespie qui a déclenché la bagarre générale dans la salle où il jouait. Et nous étions passionnés aussi de ça. Entre autres, nous étions passionnés de tout, y compris des jeunes filles, des dames. Et le rugby oui, sur les dames, continuez, pardon. Quand on a 20 ans, on est sensible au charme des femmes. J'y suis resté fidèle, il faut le dire. Ce n'est pas si banal aujourd'hui. Et le rugby, un mot sur le rugby? Alors le rugby, pas beaucoup cette passion. Je faisais partie de l'équipe de rugby de la fac de droit. J'ai même joué à un moment donné dans cette équipe du PUC, mais dont j'étais membre du comité par le fait que j'étais président de la Corpo de droit. Le président de la Corpo de droit n'était pas seulement le président de la Corpo de droit. J'étais aussi trésorier de l'association sportive et je jouais au rugby comme deuxième ligne dans des conditions qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Par exemple, il n'y avait pas de douche chaude, ni même souvent de douche froide, qui sont très dangereuses, comme vous savez, quand on a des muscles qui ont été échauffés. Et je me souviens avoir joué dans la banlieue contre un certain nombre d'équipes dans la boue et obligé on nous donnait une galtose pleine d'eau pour les deux premiers arrivaient à se débarbouiller le nez, mais le reste, on rentrait dans le métro couvert de boue comme nous l'étions. Alors, il y a pas mal de gens que ça dégoûtait assez vite, disons la vérité. Mais un de mes coéquipiers du rugby, le père de notre ami, fait partie de cette équipe de rugby d'ailleurs. Et un de mes camarades aussi, petit, qui a été tué en Algérie plus tard, est venu avec moi ensuite en Indochine. Alors en 1953, la Hollande est submergée par les flots. Vous décidez d'agir. Racontez-nous. Oui, ça c'est une histoire. Voilà. Moi j'ai une faculté. C'est dans la crise, j'avais en tous les cas des capacités de réaction extrêmement rapides et d'imagination. Et je vous le raconte, je remonte le boulevard Saint-Michel et il y a en caractère d'affiche François qui annonce la catastrophe qui s'est produite à la conjonction des grandes marées, de la tempête et des inondations. Une partie des digues de Hollande ont lâché. Et un tiers du pays se trouve sous les eaux. Et je fonctionne tout de suite, je rentre dans un bistrot, je vais au téléphone et je demande à parler au président de la République. Ça paraît invraisemblable, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Allô, est-ce que je pourrais parler au président de la République? Il dit oui, mais qui le demande? Le Pen, président de la Corpo de droit. Ne quittez pas, je vous le passe. Et j'ai au bout du fil Vincent Auriol, mais qui avait été président de l'AG de Toulouse. Nous avions une communauté auquel j'avais été présenté lors d'un bal du droit précédent. Il me dit, Président, qu'est-ce qu'il y a pour ton service? J'ai dit, Monsieur le Président, voilà ce que je pense. Il vient d'arriver une catastrophe en Hollande et nous voudrions montrer, nous, étudiants français, que nous ressentons cette catastrophe comme si elle s'était produite chez nous, en quelque sorte. Et je souhaiterais qu'on aille en témoigner physiquement avec un groupe de volontaires. Il m'a dit, écoute,
je ne peux pas m'en occuper parce que je pars cet après-midi à Murettes en week-end, mais je passe la consigne à Pleven, le ministre de la Guerre. Et c'est à partir de là que, très vite, grâce à un membre du cabinet qui était le lieutenant Guillou, nous avons réussi en 48 heures à avoir des rations pour 40 personnes, à réunir d'abord les volontaires. On a distribué des tracts à la Sorbonne et à la fac de droit. Nous avons eu 150 volontaires, parmi lesquels on a trié ceux qui avaient une aptitude ou déjà une certaine compétence, qui avaient fait le service militaire ou qui étaient scouts ou des choses comme ça. D'abord, nous avions le personnel et ensuite l'armée nous a fourni les tenues militaires et les rations militaires de combat. Et nous avons fait la quête dans tous les magasins de l'arrondissement pour avoir des bottes de caoutchouc. Et 48 heures après, nous prenions le train, la SNCF nous ayant fait là aussi le cadeau du voyage jusqu'à La Haye. C'était extraordinaire. Je crois que quand il y a une grande idée, elle retient l'attention et la sympathie de la plupart des gens. Mais j'avais une chose qui me frappait dans ces grandes catastrophes, les grandes organisations comme la Croix-Rouge ou des choses comme ça mettent un temps très long à se mettre en route, c'est très bureaucratique. Et quand ils sont en mesure d'apporter le soutien, eh bien, il s'est passé déjà 8 jours ou 10 jours. En l'occurrence, nous avons agi extrêmement rapidement. Et d'ailleurs, si nous ne l'avions pas fait ainsi, nous n'aurions pas pu entrer car la Hollande a fermé ses frontières dès notre passage. Et arrivé là, on me dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire de vous ?» Je dis « Je ne sais pas, je voudrais aider. » « Ah ben peut-être pourriez-vous trier des colis à la gare de Schweringen. » Je dis « Mais ils ne sont pas venus pour ça, est-ce que je pourrais parler à un ministre ?» J'avais pris de l'audace en parlant au président de la République française. Il me dit « Oui, il y en a un, mais c'est le ministre des Eaux et il parle français. » Il faut dire au passage qu'il faut savoir que la Hollande est probablement le pays le moins francophile d'Europe. Hein. Bon, mais si. Et j'ai la chance de voir ce ministre et je lui explique ce pourquoi nous sommes là. J'ai dit, mais écoutez, nous ne sommes pas là pour trier des colis, nous sommes venus pour participer au plus près et je souhaite que ce soit dans l'endroit le plus dangereux. Il me dit, mais c'est très simple. Schouwen-Duiveland, il y a déjà plusieurs centaines de morts, vous pouvez y aller. Et voilà. Et c'est ainsi que nous sommes entrés dans cette affaire, restés pendant 15 jours sur les digues jusqu'à la prochaine marée où on attendait le pire et où il ne s'est pas produit. Par conséquent, la Hollande se trouvait sauvée en quelque sorte. Et nous y avions, si peu que ce soit, participé. J'avais dit au ministre, nous n'avons pas la prétention de penser que nous allons sauver la Hollande parce que nous sommes venus à 40 étudiants français. Mais c'est psychologique, c'est moral, c'est mental. Nous sommes là, les Français. Alors, ce qui est amusant et étonnant, c'est que cette solidarité européenne, ne cadre pas tellement avec l'image qu'on se fait de vous, de l'ogre qui affronte l'Europe de Bruxelles. Oh mon Dieu, j'apprends l'Europe de Bruxelles de longues années plus tard. Puis, bien évident que je me sens européen, bien sûr. Je ne renie pas le fait que la France soit un pays européen de culture européenne et chrétienne. D'ailleurs, je dois le dire, puisqu'il paraît que ça n'est plus accepté maintenant. Alors, je le dis très franchement. Et bien sûr, je me sens comme un cousin germain en Italie, en Espagne, en Allemagne même, et dans certains pays, plus ou moins. Quand plus on va vers le nord, plus on trouve de froideur en quelque sorte. Mais dans nos pays méditerranéens en particulier, il n'y avait pas de problème. Pour moi, je me sentais à l'aise partout. J'ai un témoignage de l'époque, c'est celui de votre ami Alain Jamet. Il déclare « C'était le temps où nous rêvions d'une plus grande France et où je disais à mes grands-parents médusés, Le Pen, c'est sûr, sera un jour président. » Alors, que vous ayez voulu défendre une grande France, personne ne vous contredira là-dessus. Une France plus forte et plus unie. Mais est-ce que vous pensiez devenir président à l'époque ? Écoutez, d'abord, il faut rappeler que c'est le temps
de l'Algérie française, où la France, qui a perdu une grande partie de son empire colonial, a conservé cette partie intégrante de sa communauté nationale qu'est l'Algérie française. Et il est certain que l'idée que nous avons, c'est que le fait que la France soit le seul pays du monde à avoir deux implantations géographiques dans deux continents différents, constitués avec en arrière, en quelque sorte, scène, le Sahara et son pétrole, une chance extraordinaire de rebond historique et politique pour la France. Mais c'était ça qui nous portait en quelque sorte. Et Alain Jamet, que j'ai connu à mon retour d'Indochine, quand il constituait un petit groupe d'étudiants qui s'appelait les JIP, les Jeunes Indépendants de Paris, qui était présidé par Jean Bourdier. Et quand je suis arrivé, nimbé de l'auréole d'être officier de parachutiste, rentrant d'Indochine, etc., Jean Bourdier, très gentiment, m'a demandé de prendre sa place de président, et je suis devenu le président des JIP, et lesquels vont être un noyau très utile dans l'affaire Poujade, qui est imminente en quelque sorte, et qui vont servir de lieutenant dans un certain nombre de circonstances. Ainsi va la vie. Je repose quand même ma question. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « je serai président de la République » ? Je dis ça parce qu'en 2002, on vous a fait le reproche, quand vous avez été au second tour de l'élection présidentielle, certains vous ont fait le reproche de dire « Le Pen, il n'a jamais voulu être président ». Écoutez, ce reproche est absurde. Les gens disent « Le Pen, il n'a jamais souhaité aller au gouvernement », même on dit. Mais écoutez, nous avions fait, sous l'égide d'ailleurs et l'impulsion de Jean-Claude Martinez, professeur de droit, député européen, nous avions fait un gouvernement fantôme. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous avions déjà créé un gouvernement, c'est donc que nous avions bien l'intention de mettre nos idées au pouvoir. Mais on ne peut pas mettre ces idées au pouvoir quand on fait encore que 15% des voix, ce qui était le cas en 88, en 86, puis 95, je pense, et 2002, n'est-ce pas ? Bon, c'était insuffisant. Notre volonté restait tendue, d'autant que nous restions tout de même dans l'axe d'une opposition globale au système, c'est-à-dire à l'ensemble des partis, sans espérance autre que tactique, comment dirais-je, d'alliances diverses. Par conséquent, non, je ne pensais pas être président de la République. D'ailleurs, ça n'est pas ça qui me passionnait. Ce qui me passionnait, c'était servir mon pays de la manière que je pouvais, puisque, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais le fait que je sois pupille de la nation m'avait, à tort ou à raison d'ailleurs, convaincu que j'étais un Français d'une nature exceptionnelle. J'étais bien sûr français comme tout le monde, comme tous nos concitoyens, mais le fait d'être pupille de la nation semblait me donner plus de droits, mais aussi plus de devoirs. Et ça a joué un grand rôle dans ma vie, et c'est d'ailleurs pour ça que je titre, en m'excusant de le citer, le premier tome de mes mémoires, c'est « Fils de la Nation ». Président de la Corpo Droit, vous décidez de vous porter volontaire en Indochine. Quels sont les motifs de cet engagement ? Est-ce que c'est de maintenir la Grande France et son empire colonial, ou est-ce que c'est plutôt de combattre le communisme ? Bon, tout ça est assez complexe et vous m'obligez à plonger 70 ans en arrière, ce qui n'est pas très simple, même pour quelqu'un qui a encore une mémoire assez performante. J'étais étudiant en doctorat de sciences économiques. La réalité française, métropolitaine, était assez terne. Et les Français qui se battaient en Indochine, ils se battaient contre le communisme. Nous étions anticommunistes. Et je l'ai été, je le suis resté, considérant que le communisme, c'était... D'ailleurs, j'avais trouvé une formule qui était une machine à fabriquer des mégots.
C'est-à-dire que ça fait 400 mètres de long, il y a des poulies, des courroies, des pistons, il y a beaucoup d'ouvriers autour. À un bout, on met une cigarette, et à l'autre bout, il sort un clope. Et au moment où vous le ramassez, vous prenez un coup de trick en plus. Voilà. C'était ça, l'image que j'avais trouvée du communisme. Non, il y avait un communisme au quartier latin. Quand je suis arrivé, moi, toutes les corpos, sauf la corpo de droit, étaient communistes. Et l'alliance qu'avaient les communistes avec les chrétiens progressistes les rendait relativement dangereux sur le plan électoral étudiant. Puis progressivement, tout cela a changé, je reviens un peu en arrière. Les corpos ont été reconquises les unes après les autres par des équipes nationales en quelque sorte. Donc, je suis étudiant et je me dis, ce qui se passe, ça n'est pas ici que ça se passe. Ce qui se passe en Indochine. Je voudrais aller en Indochine, mais je ne veux pas y aller dans n'importe quelle condition et en relation avec le lieutenant Guillou, qui a disparu récemment d'ailleurs, mais que j'ai retrouvé il y a quelques mois avant sa mort, et qui était colonel, et avec l'aide du lieutenant Guillou, nous avions établi des relations à propos de la Hollande, des relations cordiales avec le ministère de la Guerre, et qui avait confiance en nous, en quelque sorte. Et je dis, moi, je voudrais aller en Indochine, mais je ne veux pas y aller comme ça. Je veux y aller comme officier, et je veux y aller dans une unité de choc. Soit les commandos de la marine, soit les parachutistes de la Légion étrangère, qui passaient à l'époque, à juste titre d'ailleurs, pour les unités les plus brillantes de l'armée française, et les plus engagées. Elles ont été plusieurs fois d'ailleurs décimées. Et je souhaiterais aussi que même des copains viennent avec moi, et viennent avec moi à la Légion étrangère, et ça, tout ça m'a été promis. Mais je ne pouvais pas m'engager à la Légion étrangère pour 5 ans comme légionnaire. Donc nous sommes allés à Samexan, où là, c'est toute une histoire qui mériterait d'être racontée, parce que nous avions des jeunes officiers qui avaient fait l'Indochine déjà, et qui étaient, aux yeux desquels nous étions très sympathiques évidemment, mais un état-major de l'école qui lui faisait partie des équipes de juin, des équipes de l'armée d'Italie, qui était plutôt un peu vieux crouton, quoi. Hein. Et je dois dire qu'un épisode extraordinaire, c'est nous avons été reçus, alors parce que nous partons, donc Perra, Petit et moi, que j'emmène avec moi en l'occurrence. Et le colonel nous dit, mais dites-nous entre nous, quelle est la grosse bêtise que vous avez faite pour partir en Indochine? Il dit, nous avons fait une grosse bêtise, mon colonel, c'est le patriotisme. On n'a pas fait de bêtise du tout. Parce qu'il y avait quelquefois des choix qui étaient offerts comme ça à des gens qui avaient commis des actes de violence, des choses comme ça. Bon, c'était ou la prison ou l'Indochine. Non, nous sommes Il était essoufflé, mais ça montre quel était l'état d'esprit d'une certaine armée, n'est-ce pas? Et j'ai d'ailleurs un jour comme ça fait le record du monde de dépassement de voie hiérarchique. Nous étions aperçus en arrivant à l'école de Samexan que nous voyions que des films communistes. Et que, donc, j'ai porté le paix, comme on dit. Et j'ai été ramené sur ma ligne de départ. Et là, non, on me dit, bah, c'est normal, c'est le club, nous sommes adhérents d'un club. Je suis allé au poste de police. Et au poste de police, je réalise donc le record du monde de dépassement de voie hiérarchique, puisque nous sommes les 3 deuxièmes classes de l'école de Samexan. Tous les autres sont ou sergent PMS ou aspi PMS, n'est-ce pas, aspirant PMS. Et là, je demande à parler au ministre de la Guerre. Et je réalise donc, et je dis, écoutez, c'est extravagant. Nous sommes volontaires pour l'Indochine et nous arrivons dans une école d'officiers où tous les films que nous voyons sont des films communistes. En l'occurrence, c'était ceux, ils cochaient en cochaient d'autres, mais l'équipe de Paris, au cercle des cinématographiques, n'envoyait que les films communistes. Et
le lieutenant qui a été tué en Algérie plus tard, le lieutenant Pelletan, nous dit, vous savez, tenez-vous à carreau, parce que vous êtes dans le collimateur, là, hein, et ils n'attendent qu'un geste pour vous foutre à la porte. Alors vous ne bougez plus une oreille jusqu'à la fin du stage, parce que ça bon, et puis nous quittons avec ça, en relativement bon rang, malgré quand même une cote d'amour qui ne devait pas être excellente, quoi. Hein. Mais nous rejoignons le 3e BEP. Donc tous les 3, le lieutenant Guillou tient sa promesse. Enfin, nous partons tous les 3, nous arrivons à Sétif, au 3e bataillon étranger de parachutistes, où nous allons passer notre brevet. Et on a été breveté parachutiste à Philippeville, et entre-temps se passait la bataille de Dien Bien Phu, et dont on connaît l'issue, hélas, malheureuse. Mais contrairement à ce qu'on croit quelquefois, Dien Bien Phu n'a pas mis fin à la guerre d'Algérie. À la guerre, pardon. Je les confonds, c'est normal. À la guerre d'Indochine. La guerre continuait. Et d'ailleurs, nous avons subi un revers terrible en Annam. C'était un commando, une grande embuscade Viet Minh qui a détruit une de nos unités plusieurs semaines après Dien Bien Phu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand vous abordez la baie d'Along, quand vous arrivez en baie d'Along, Dien Bien Phu est tombé. Pour vous, vous ne considérez pas que la bataille est perdue? Et quel est votre rôle à ce moment-là? On ne sait pas. Ce dont on peut s'attendre, normalement, c'est que toutes les divisions Viet Minh qui sont autour de Dien Bien Phu vont descendre sur le delta. C'est ce à quoi on s'attend. Et donc nous arrivons pour la bataille. Et en l'occurrence, Mendès, ayant demandé à m'interrompre au Parlement après mon retour, m'a dit, vous savez, c'est grâce à moi si vous êtes vivant. Si je n'avais pas signé les accords de Genève, vous ne seriez pas là. Et c'est vrai qu'une bataille aurait été certainement très malheureuse dans l'état où se trouvaient toutes nos unités de choc ayant été détruites ou prisonniers dans les conditions épouvantables que l'on sait. Car il faut quand même rappeler que le pourcentage de prisonniers de Dien Bien Phu morts en prison est plus important que celui des camps de concentration. C'est affreux. On se souvient que Boudarel avait dans le même temps son oreille d'être commissaire politique au camp 13. Et je dois dire que nous suscitions un mouvement de sympathie chez les militaires, parce que nous étions en quelque sorte des civils, pas des clochards, pas des gens qui avaient besoin de se faire oublier dans l'armée, mais nous étions licenciés en droit, et que nous ayons choisi d'être volontaires à leur côté en Indochine. Sergent l'a raconté d'ailleurs dans un de ses bouquins, Ma peau au bout de mes idées, je crois. Et ça avait été un coup de charme, quoi. Évidemment, on nous aimait à cause de ça. Alors, après la basoche à la Corpo, vous avez été affecté au journal Caravelle du corps expéditionnaire. Plus tard, vous serez à Minute, et pourtant, vous n'allez jamais vous orienter vers le journalisme. Tout à fait à la fin de mon séjour, ça. Hein, parce que j'ai été avec ma compagnie d'abord à Hanoï, n'est-ce pas? J'étais à Hanoï. Ensuite, nous sommes descendus à Hue, où j'étais sous les ordres du capitaine Denoy de Saint-Marc. C'est pas quelqu'un que j'ai rencontré dans une rue. C'était mon commandant de compagnie. Perra était d'ailleurs dans la même compagnie que moi. J'étais chef de section dans la compagnie de Denoy de Saint-Marc. Et puis ensuite, de Hue, nous sommes allés à Tourane. De Tourane, nous avons descendu au fur et à mesure de l'application des traités de la Convention de Genève. Ce n'est pas la Convention, c'est les accords de Genève, pardon. Et à la fin du séjour, notre bataillon, le premier BEP, rentrant sur la Tunisie, nous étions tenus de rester en Indochine car nous étions engagés pour la durée de la guerre. Et donc, nous nous sommes trouvés sans affectation
affecté quelque temps au 2e BEP qui se trouvait en Cochinchine, mais le colonel du 2e BEP s'est débarrassé rapidement de nous, et nous étions haut le pied, en quelque sorte, comme on dit à la SNCF. Et on nous a proposé, petit, d'aller à la commission internationale parce qu'il parlait anglais. La commission comment dirais-je, d'interposition, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette commission internationale, et nous d'aller à Caravelle. Et nous sommes arrivés à Caravelle en sureffectif, en quelque sorte. Et le capitaine qui commandait nous a dit, écoutez, qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire? Ben, écoutez, on s'est spécialisé, et nous avons fait tous les deux, Perra et moi, chacun un hebdomadaire. Le mien s'appelait Lu pour vous dans la presse. J'avais la plus grande collaboration du monde, parce que je la faisais avec des ciseaux, n'est-ce pas? Et puis un éditorial que je rédigeais et qui sera de plus en plus nourri au fur et à mesure que des semaines qui passeront. Quelques semaines. Et Perra, lui, fera une revue de culture, économie, culture, etc. Voilà. Malheureusement, mon exemplaire a disparu dans l'attentat de la Villa Poirier, dont nous parlerons plus tard. D'accord. Mais vous n'avez pas vraiment répondu. Pourquoi vous n'avez jamais été vraiment tenté par une carrière dans le journalisme? Je n'ai été pas tenté ni par la carrière de journaliste, ni par la carrière d'agent secret, ni par la carrière militaire. Bon. Parce que on pouvait penser que nous pourrions entrer dans l'armée, officier de réserve, ayant servi en Indochine. Non. Et il nous a été proposé aussi, il m'a été proposé aussi, d'ailleurs c'était par Benoît de Saint-Marc, qui nous a dit un jour, vous savez, il y a une autre manière de servir le pays quand on n'est plus dans l'armée, c'est d'appartenir au service de renseignement. Alors, Perra a accepté, et moi non. J'ai dit, je tiens à garder ma liberté, je pense que j'ai des choses à dire à mes compatriotes sur la manière dont cette guerre a été menée et perdue, et je veux garder ma liberté. J'ai toujours voulu garder ma liberté et n'ai appartenu à aucune organisation secrète, quelle qu'elle soit. Je suis resté et voulu rester un homme libre, mais la liberté, ça coûte cher. Il faut savoir que ça n'est pas toujours facile, mais quand on l'a comme idéal de moyen d'action, eh bien, on s'y tient. On parlait de Jacques Perra, et il dit là aussi, à cette époque, il dit qu'en Indochine, vous surpreniez par votre insistance, dit-il, à ce que la guerre, a indiqué que la guerre d'Indochine reprendrait dans les mêmes conditions en Algérie. Vous étiez convaincu que l'Indochine préfigurait l'Algérie? Absolument, absolument. J'ai eu comme cela un certain nombre d'intuitions de l'avenir, en quelque sorte. Une projection, comme je l'ai fait pour l'immigration, il y a 40 ans. L'immigration massive. Les prémices qui avaient conduit à la guerre d'Indochine devaient conduire à des mouvements identiques, de la même manière qu'aujourd'hui, je peux vous dire que les attentats, les agressions de gardiens de prison vont se multiplier dans toutes les prisons françaises. De la même manière que je peux vous dire que les zadistes vont être sur le terrain, sur tous les sites où ce sera possible. C'est la logique des choses. Il y a une logique. Et c'était la prévision de cela qui me faisait penser qu'en Afrique du Nord, où on avait commencé déjà à déboulonner le système qui était le nôtre, les deux protectorats marocains et tunisien étaient déjà pratiquement en état d'indépendance, et je le suivais de près, puisque je rédigeais un hebdomadaire politique à Caravelle, à la fin de mon séjour, c'est-à-dire dans l'année 55. Et je pensais que tout naturellement, ce qui s'était passé aux deux ailes de l'oiseau, en quelque sorte, allait atteindre son corps, et que nous aurions le problème en Algérie, d'autant que ça a commencé en novembre
54, je le rappelle, n'est-ce pas? Bon, ça n'apparaissait à l'époque comme quelques attentats qui s'étaient produits, mais je pressentais que ça indiquait un mouvement de nature beaucoup plus vaste. Alors vous avez évoqué tout à l'heure le nom de Benoît de Saint-Marc. Est-ce que vous avez quelques souvenirs à nous communiquer là-dessus? Écoutez, je vous en ai donné un, puisque le capitaine Benoît de Saint-Marc, dont nous connaissions le passé, sur lequel il était d'ailleurs fort discret, un homme de grande qualité, mais on a les rapports que... c'est pas avec lui que j'ai eu cet incident, mais un jour je crois que c'était à Noël 54, je crois, je suis officier de jour. Et nous avions à ce moment-là des taulards légionnaires, qui étaient en ce qu'on appelle au tombeau. Une punition, ce n'est pas une fosse. Le tombeau, c'est au contraire un petit décrochement de terrain avec une toile de tente par-dessus, et en l'occurrence, un rouleau de barbelé enchaîné au pied. Hein. Bon. Et donc, je suis officier de jour, le jour de Noël, et quand le malheureux déserteur, c'était un polydéserteur, d'ailleurs, il avait déserté plusieurs fois, il était fait pour la Légion comme moi pour être bonne sœur, et il avait son rouleau de barbelé sur l'épaule, et je ne devais lui donner que du pain sec. Et j'ai dit, allez, c'est Noël, donnez-lui une cuisse de poulet et 3 patates. Et le lendemain, j'ai été convoqué par Jean-Pierre, qui commandait le bataillon, qui m'a dit, qu'est-ce que vous croyez, que vous êtes venu ici pour changer la Légion étrangère? Je dis, écoutez, mon colonel, il m'a dit, vous deviez maintenir le règlement. Ces gens-là sont des punis, ils doivent rester punis, quelles que soient les circonstances. À un moment donné, j'ai quand même eu une lueur, j'ai dit, mais mon colonel, j'étais l'officier de jour, et à ce titre, c'est moi qui avais l'autorité, je vous remplaçais. Il m'a dit, c'est pas faux, ça foutait le camp. J'ai eu l'occasion de dire d'ailleurs c'était plutôt un tempérament assez rebelle. Il y a 2 institutions dans lesquelles je n'ai jamais eu aucune difficulté à obéir, c'est les Jésuites et la Légion étrangère. Parce que ce sont des institutions qui procèdent par l'exemple. Voilà. Donc l'exemple qui est le discours le plus efficace d'éducation. Donc là, on se situe à votre retour d'Indochine, et vous faites le choix d'un engagement politique au sein de ce qui est l'UDCA, l'Union de défense des commerçants et des artisans. Et là, quand même, on s'attend à ce que vous preniez la tête de la lutte contre le communisme, la tête de la lutte pour la défense de la grandeur de la France, et on vous retrouve en révolte contre la pression fiscale aux côtés des commerçants et des artisans. Est-ce que c'est la bonne place? Et ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Quand j'arrive d'Indochine, je retrouve mes jeunes camarades d'Égypte, n'est-ce pas? Et j'ai l'intention de cracher mon venin et de dire, à la première occasion d'une élection, ce que je pense de la situation du pays et de la manière dont la guerre d'Indochine a été menée et perdue. Et je retrouve à l'ACUF, l'association des anciens de l'Union française, anciens combattants de l'Union française, je fais la connaissance de Desmarquet et du commissaire Dide. Et nous convenons de nous présenter symboliquement, sans espoir d'être élus, mais dans les 3 secteurs de la capitale. Et Delpech, qui est le président des anciens d'Indochine et qui a écrit Soldats de la boue, n'est-ce pas, nous dit mais vous devriez rencontrer Pierre Poujade, c'est un garçon qui anime un mouvement contestataire de commerçants et d'artisans, et il a à peu près votre âge, il peut vous soutenir. Et nous convenons de nous rencontrer. Et nous nous rencontrons d'ailleurs, je crois que c'est aux Armes de la Ville, à un dîner, et Poujade nous dit, écoutez, c'est avec plaisir que je vous aurais soutenu, mais le mouvement vient de décider de se présenter aux élections.
Alors, bah, écoutez, tant pis, mais ça, on essaiera de ne pas se nuire. Il m'a dit, moi j'ai quelque chose de plus à vous proposer. Pourquoi vous ne viendriez pas avec nous? Parce que moi, dit-il, je ne m'intéresse pas seulement aux commerçants, aux artisans, ni par les unions parallèles, aux travailleurs, aux agriculteurs, aux professions libérales. Je m'intéresse à la France. Je suis un patriote. Et dans ces conditions, des gens comme vous, on leur place parmi nous. Écoutez, monsieur, il y a 3 choses que je voudrais savoir. C'est d'abord ce que vous dites. Ensuite, devant qui vous le dites et comment c'est reçu. Il me dit, écoutez, très simple, je pars à Blois dans quelques jours. Je vous envoie 2 voitures parce que nous avions demandé d'y aller avec nos petites amies. Parce que nous voulions avoir le sentiment féminin aussi. C'est pas une préoccupation qui viendra plus tard, très longtemps. Actuellement, c'est très à la mode, je crois. Mais nous étions en avance comme d'habitude. Et à Blois, une église désaffectée, 3000 personnes, et j'ai un mot, je dis c'est un régiment d'infanterie en civil. Et en effet, au premier rang, il y a les notaires, les avocats, les avoués, les cravate club. Derrière, il y a les commerçants. Et puis, tout à fait derrière, il y a les paysans canadiennes avec les casquettes et les bottes. C'est extraordinaire. Poujade fait un discours très loquace, très brillant. Les propositions s'enfilant les unes dans les autres, mais très chaleureux, très, très entraînant. Et une foule, là, on aurait lâché un député dans la salle, il se retrouvait peint sur le mur, c'est sûr. Bon. Et à la sortie, on se consulte, on dit, mais c'est évident que c'est un mouvement formidable. Parenthèse, je vous rappelle qu'à l'époque, l'UDCA, l'Union de défense des commerçants et artisans, comptait par exemple dans l'Hérault 15 000 adhérents et avait 2 journaux, 400 000 abonnés chacun. L'Union pour les professions et la Fraternité française pour la politique. Là, ils ont décidé d'entrer en politique. Et nous arrivons, nous voyons Poujade, et qui est en train de se bouchonner en quelque sorte comme un boxeur après le meeting. Il nous dit alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai dit, écoutez, monsieur, nous pensons que nous pouvons combattre à vos côtés. Il m'a dit, bon, alors dans ce cas-là, et il me tutoie, il me dit, dans ce cas-là, tu parleras avec moi à Rennes la semaine prochaine. Et je parle à Rennes la semaine suivante, 12 000 personnes sur la place des Lys, extraordinaire, en vedette américaine en quelque sorte. Et ça, c'est octobre, nous venons à peine d'arriver, je viens à peine d'arriver, mais je ne suis pas allé directement à l'UDCA. C'est un concours de circonstances qui fait que il y a une rencontre qui se fait entre une force populaire colossale qui est en train de se construire et d'agir contre le système, contre le gouvernement, avec laquelle nous nous trouvons très vite en communion de pensée, à la vérité. Car Poujade, c'est vrai, est un patriote, il doit avoir à l'époque 35 ans, il a notre âge, il est extrêmement sympathique, il fait partie de ces hommes, si vous voulez, à qui sourient les bébés et auxquels les chiens lèchent la main. Vous savez, c'est ces gens qui ont l'empathie naturelle, en quelque sorte. Mais c'est ça qui va nous attirer, nous propulser dans un ourvari d'action. Je serai, moi, chargé de la dernière semaine d'aller porter la contradiction à Mitterrand, à Nevers, à Mingeot, ministre du Travail, à Besançon, et au président du Conseil sortant, Edgar Faure, à Lons-le-Saunier. Je ne viens pas sur les détails, ils sont quelquefois amusants, en particulier celui à Nevers, sous la halle de Nevers. Mitterrand est en haut d'un grand triangle, sans jeu de mots. Mais au moment où nous arrivons, la foule des paysans, la salle est poujadiste en l'occurrence,
il s'évanouit. Vraiment, ou faussement, j'en sais rien. En tous les cas, il s'évanouit. On l'emmène hors de la tribune, moi je grimpe les escaliers et je fais le meeting à sa place. Ah, c'était ça l'ambiance. Bon. Le lendemain à Besançon, il n'y a presque personne à ma réunion. On m'invite à aller porter la contradiction dans la réunion socialiste qui est bourrée de monde. J'y vais et la personne qui me présente dit « Mais écoutez, la personne qui va vous parler, là, que nous invitons, le jeune Le Pen, voilà ce qu'il disait de vous tout à l'heure, que vous êtes des vendus, des salopards, des voleurs. » La foule furieuse. Et je suis exfiltré par un groupe de bûcherons, service d'ordre du Parti socialiste. Je monte dans ma voiture est retournée, on y met le feu, et pour sortir d'une voiture retournée en feu, c'est pas évident. C'est le genre d'incident. J'ai été le lendemain porter la contradiction à Edgar Faure, avec une salle qui était elle aussi entièrement poujadiste, occupée. J'avais été, enfin c'est trop long de tout ça, il faisait moins 16 degrés. Et mon meeting se tenait sur le stade de football, mais au bout de 5 minutes, je ne pouvais plus parler parce que mes lèvres étaient gelées, n'est-ce pas? Et donc j'ai dit, rendez-vous ce soir chez l'Edgar. Et le soir, on était chez l'Edgar, et je lui ai fait évidemment un festival dont je regrette un peu les termes aujourd'hui. Et si vous permettez la fin de l'anecdote, en entrant élu député pratiquement sans avoir... J'ai fait un meeting avec mon deuxième de liste, le commandant Sauvage, n'est-ce pas, de Normandie-Niemen, et dans le 15e arrondissement. Je n'ai pas fait de campagne. Ma campagne, je l'ai fait ailleurs qu'à Paris. Je suis élu et je vais au Parlement et faire mes papiers. Et dans un couloir, je croise qui? Edgar Faure. J'ai dit, ça y est, la tuile, il va vouloir me gifler après ce que j'ai dit de lui. Et je serai obligé de le boxer, ça va être affreux. Et il vient vers moi, il me serre la main, il dit « Vous avez beaucoup de talent. » J'ai pris ma première leçon de politique. Pardonnez-moi d'avoir été aussi long pas de problème. Sur ces sujets, mais c'est mon entrée en politique, si vous voulez. Alors, le 2 janvier 1956, vous êtes élu député de Paris, vous l'avez dit, vous êtes élu le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Oui, d'ailleurs. Et pourquoi Paris? Pardonnez-moi, pourquoi Paris? Et avez-vous quelques anecdotes ou un petit portrait vite fait écoutez, je fais partie d'abord d'un bureau d'âge. Le bureau d'âge, c'est les 8 députés les plus jeunes. Et je suis le plus jeune, et c'est Giscard d'Estaing qui est l'aîné des 8 plus jeunes. C'est ma première rencontre avec lui, pour ainsi dire, d'autant que presque immédiatement, l'Assemblée nationale va engager contre le mouvement Poujade et contre ses députés une action d'invalidation. Parce que c'est très compliqué à expliquer ça à vos téléspectateurs, c'est que les élections se sont déroulées sous le régime des scrutins de liste avec apparentement. C'est-à-dire que les listes apparentées qui faisaient plus de 50% prenaient tous les sièges, par exemple, et se les répartissaient à proportion de leurs résultats. Et les listes poujadistes s'étaient apparentées, sauf à Paris. C'est sous prétexte qui a été saisi par le gouvernement socialiste pour invalider les députés les uns après les autres. Ce qui a eu pour moi une conséquence immédiate, c'est que j'ai été le seul orateur de ce groupe, pour la bonne raison que c'était des commerçants, des artisans, qui étaient des gens parfaitement honorables, très dynamiques, des militants merveilleux, mais ils n'avaient pas d'orateur. Moi, j'avais déjà une certaine expérience que j'avais acquise dans les congrès de l'UNEF, puisque comme président de Corpo, j'étais membre du comité national de l'UNEF, et dans les congrès, j'étais une des grandes gueules, en quelque sorte.
Et je vais être projeté tout de suite à la tribune de l'Assemblée dans chacun des débats d'invalidation qui vont avoir lieu. Il y en aura une dizaine ou une douzaine. Et je vais devenir, à peine arrivé, comme l'a été plus tard Marion Maréchal Le Pen, une petite vedette immédiatement au sein d'un groupe dont déjà l'arrivée constituait un événement extraordinaire.